Défendre un criminel, c'est approuver son crime. Pas du tout. C'est expliquer son crime. Les juges interrogent Duke en lui disant « Quand êtes-vous devenu un criminel contre lui-même » Notre définition du viol n'englobe pas toutes les situations que j'ai à connaître. Adolescent qui veut devenir un orateur, je répète jusqu'à la lassitude, lisez, lisez, lisez. Parlez, parlez tout le temps. Fréquentez le génie des autres, l'imitatio maiorum. Fréquentez le génie des autres. Bonjour maître Camilleri. Bonjour. Merci de nous recevoir ici dans vos bureaux. Merci à vous. Adolescent, vous rêviez d'être journaliste. Vous désiriez raconter des histoires, découvrir le monde et avoir un métier romanesque. Vous n'êtes pas devenu journaliste, vous êtes devenu avocat. Vous êtes associé depuis 2017 chez Queen Emmanuel Urquhart & Sullivan et vous êtes une référence en contentieux des affaires. Pouvez-vous nous raconter votre parcours ? D'abord, je vois que vous êtes très renseigné. J'avais effectivement envie de faire du journalisme, mais j'avais commencé à faire du droit pour ça. J'ai découvert la pratique à travers un stage pendant mes études, et donc je me suis dit, tiens, c'est vers la profession d'avocat que je vais aller, que j'ai rejoint en 97, j'ai prêté serment en 97. J'ai travaillé dans une structure avec un seul patron, Christian Charrière-Bournazel. En 2000, j'ai rejoint le cabinet Auguste de Bouzy, où j'ai passé près de 18 ans, donc je suis devenu associé, donc j'ai dirigé le groupe contentieux, arbitrage et pénal. Et puis ensuite, en 2017, j'ai rejoint Queen Emmanuel Urquhart & Sullivan, d'où nous exprimons aujourd'hui, qui est un cabinet qui est exclusivement dédié au contentieux. Donc je n'ai jamais fait que du contentieux. Ça, c'est sur un balayage très rapide de mon parcours d'avocat. Il y a deux autres événements que je partage parce qu'ils m'ont apporté et ils m'ont marqué dans mon expérience professionnelle. D'abord, au tout début de ma carrière, j'ai passé le concours de la conférence du stage en 97, donc je venais de prêter serment et j'ai passé le concours immédiatement. Et donc j'ai eu la chance d'être élu secrétaire de la conférence. J'étais donc secrétaire en 98. Ça remonte à quelques années, mais ça a été une expérience extraordinaire, puisque vous vous dédiez à la défense pénale d'urgence. Vous travaillez sur toute la chaîne pénale, des délits les plus approximatifs qui sont présentés dans les comparutions immédiates jusqu'aux cours d'assises. Vous participez à la représentation du barreau de Paris. Donc c'est véritablement une expérience très enrichissante sur le plan professionnel, bien sûr, en termes d'apprentissage, sur le plan personnel, sur le plan des amitiés, des liens que vous tissez au cours de ces années et qui durent à travers le temps. Et puis en 2010, 2011 et 2012, j'ai été membre du Conseil de l'Ordre, plus spécialement en charge des questions de formation, qui sont des sujets qui m'intéressent beaucoup, voilà, la transmission, la formation, le dialogue avec nos plus jeunes confrères et leur accompagnement dans notre profession. Et voilà, de ce point de vue-là, ça a été aussi une expérience absolument passionnante. Donc voilà à peu près un balayage très rapide, mais après je serai heureux de répondre à vos questions si vous en avez, de mon parcours d'avocat. Et j'ai aussi vu une autre petite parenthèse qui m'a pas surpris mais qui m'a intéressé. À un moment, vous avez voulu faire un LLM, ouais. Et au final, vous êtes allé aux États-Unis. Pouvez-vous nous raconter un petit peu cette j'avais envie d'avoir une expérience internationale et d'avoir en réalité une légitimité sur la pratique internationale. Alors ça remonte à il y a 20 ans. Hein. Aujourd'hui, ça semble absolument évident pour chacun d'entre nous, mais c'est vrai qu'à l'époque, ce n'était pas encore complètement ritualisé. Et donc j'ai voulu aller faire un LLM et puis on m'a proposé plutôt de faire un stage d'1 an, donc une expérience identique en termes de durée, dans ce cabinet d'ailleurs, chez Queen Emmanuel, que je découvrais, qui était un cabinet un peu plus petit. Déjà à l'époque ils étaient 180 sur la côte ouest américaine, mais c'était les premières années d'exercice de ce cabinet. Et on a gardé des liens et c'est eux qui en 2017 sont venus me voir en disant voilà, on voudrait agrandir notre plateforme parisienne et est-ce que tu voudrais prendre la direction de toute l'activité judiciaire et pénale et enquête de régulateurs ici? Donc on avait gardé des liens et j'avais été à l'époque absolument fasciné par leur approche du contentieux, leur vision de ce que sera le contentieux dans les 10 prochaines années et ils ne s'étaient pas trompés sur le développement du contentieux, sur la complexification du contentieux, sur l'augmentation de la régulation, sur un pouvoir de plus en plus important des régulateurs et surtout sur une internationalisation du contentieux. C'est-à-dire que ce que je touche du doigt ici, c'est la globalisation du droit. Le fait que les contentieux soient aujourd'hui des matériaux très complexes, que se partagent différentes juridictions, différents régulateurs. Et voilà. Et du coup, on
peut quand même dire que le cœur de votre spécialisation, entre guillemets, c'est le contentieux des affaires. Oui. J'aimerais bien qu'on en parle un petit peu. Déjà, c'est quoi le contentieux des affaires pour tous ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément? Le contentieux des affaires, c'est la gestion des conflits, des différends qui peuvent naître dans l'activité économique des entreprises. Le plus souvent, on a quelques clients qui sont des personnes physiques, mais qui ont des surfaces économiques qui sont équivalentes à celles des entreprises. Mais voilà, c'est l'ensemble des contentieux, des situations de crise, de tensions, de conflits qui peuvent naître à l'occasion de la vie économique, souvent de la vie économique internationale. Et on y inclut également, parce que moi c'est aussi un domaine dans lequel je suis très, très actif, tout ce qui concerne les enquêtes, c'est-à-dire des enquêtes sectorielles, des enquêtes qui sont menées par des régulateurs, ou bien le parquet, ou bien des juges, ou bien notamment des régulateurs sectoriels, que ce soit des autorités boursières, que ce soit des autorités en matière de concurrence, etc. Et donc tout ceci, je l'englobe dans ce que j'appelle le contentieux des affaires, sachant que d'ailleurs une enquête d'un régulateur, c'est-à-dire un rapport un peu vertical que vous pouvez avoir avec un régulateur, peut aussi provoquer des contentieux latéraux avec des concurrents, des partenaires. Il y a des actions de groupe qui sont mises en œuvre à la suite d'enquêtes de régulateurs. Donc lorsqu'une entreprise est touchée par une situation de crise, une enquête, un contentieux, il peut parfois y avoir une fragmentation de ce contentieux sur différents espaces. Et ça, c'est ce qu'on fait quotidiennement ici. Et qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce que vous aimez dans votre pratique? Alors, sa variété, ce que j'aime dans la profession, et évidemment dans cette pratique aussi qui se nourrit de situations à chaque fois nouvelles, c'est sa variété. C'est qu'on ne fait jamais 2 jours de suite la même chose, c'est qu'il n'y a pas 2 dossiers qui se ressemblent, c'est qu'il y a une récurrence très, très limitée dans notre activité, que les situations sont nouvelles, parce que les droits sont nouveaux, parce que les droits ne sont pas strictement des droits nationaux et domestiques, parce que la soft law fait son apparition. Donc il y a toute une sorte de transformation permanente du matériau que l'on travaille avec nos clients. Et puis ce qui me plaît aussi, c'est la richesse, la stimulation que provoquent nos clients. Ça, c'est une chance, c'est un cadeau. Pour moi, c'est une bénédiction. J'ai la chance de fréquenter des gens que j'admire, dont j'admire la vision, le projet, la détermination, qui nourrissent ma détermination, qui nourrissent ma vision, qui nourrissent ma connaissance de l'économie, des entreprises, de l'industrie. Ils m'apprennent des choses tous les jours. Et c'est ça qui me plaît en fait, là-dedans. C'est le fait que je fais, encore une fois, pardon, je me répète, mais pas 2 jours de suite la même chose, et que j'ai la chance de rencontrer des gens qui m'apprennent et me stimulent tous les jours. Et vous avez dit, pour le contentieux des affaires, il n'y a pas de meilleure formation que le pénal. Ouais. Alors ça peut paraître surprenant. Pourquoi donc cette affirmation? Parce que le pénal est une matière, est une discipline dans laquelle on travaille souvent dans des conditions un peu dégradées. C'est dur le pénal. On a des interlocuteurs qui ne sont pas toujours extraordinairement bienveillants avec vous, avec vos clients. On doit travailler un peu à rebrousse-poil, on travaille souvent en décalage puisque la procédure pénale crée toujours une asymétrie de connaissances entre celles et ceux qui vous accusent et ceux qui défendent. L'enquête préliminaire, l'enquête en général est basée sur une asymétrie d'information. Donc on doit essayer toujours de trouver des espaces, d'avoir une capacité d'anticipation. Et puis l'audience pénale. L'audience pénale est une des meilleures écoles pour moi parce que c'est une audience qui est relativement fluide, qui est très orale, où il peut y avoir un basculement d'un instant à l'autre. Donc vous devez avoir une vigilance, un esprit d'escalier, une capacité d'adaptation à l'audience qui, je crois, est une excellente école lorsque l'on a une pratique même de contentieux des affaires, même de pénal des affaires. Mais je trouve que le pénal est une école extraordinaire. Parce qu'en plus, on se prend pas mal de coups, on perd, et on apprend à rebondir, à se relever, à se remotiver. Et voilà, moi j'ai peut-être pas d'autres visions non plus, puisque j'ai commencé par le pénal. Mais je considère que c'est une école exceptionnelle pour faire ce métier de toute façon. Même si vous avez envie demain de faire du droit maritime, je pense que je serai capable de vous dire qu'avoir une formation de droit pénal, avoir fréquenté des juridictions répressives, d'avoir essayé de dialoguer avec des juges d'instruction, des représentants du parquet, des juges du siège lors des plaidoiries, de vous être occupé des déclarations d'un client, d'avoir interrogé un témoin, tout ça c'est un apprentissage qui est extraordinairement utile parce que ça vous apprend à développer une capacité d'adaptation à l'instant, à rebondir très très vite, à être sur des appuis très variés et je considère que c'est une école exceptionnelle.
vous êtes un lecteur du général chinois Sun Tzu, L'art de la guerre, Ouais. et du général prussien Karl von Clausewitz, De la guerre. Ouais. Bon, ça, c'est des ouvrages, bon, c'est l'art de la guerre, etc. Ouais, c'est des ouvrages de référence que je cite régulièrement à mes étudiants, mais je pense que ça fait partie des grands classiques, immuables. Mais pourquoi ces ouvrages vous aident et comment ils vous aident dans la pratique du contentieux des affaires? Parce que ce sont comme les ouvrages qui sont écrits par des femmes, des hommes de talent, qui ont marqué l'histoire. Vous parlez de ces deux-là, mais je conseille très régulièrement à mes étudiants de lire des biographies de personnes célèbres. Parce que ce sont des personnes qui ont des visions, une vision de ce que doit être leur discipline. Ils ont accumulé de l'information, du savoir, de l'expérience, et puis ils l'ont retranscrite sous forme d'un certain nombre de préceptes qui cristallisent un regard qu'ils portent sur une discipline qui est la leur, une réflexion qu'ils portent sur l'environnement, l'anticipation, le temps, l'information, la confiance, l'utilisation de tous les outils qui sont à leur disposition à ce moment-là, parce que ce sont des livres de stratégie et de tactique militaire, mais ce sont aussi des livres d'histoire. Clausewitz, il a établi des notes à partir des moyens dont l'armée disposait à l'époque. Donc il a été un témoin de son temps, il a été un témoin de l'histoire militaire. Et il a été capable de cristalliser 25 siècles après Sun Tzu. Ce que cette histoire, ces 25 siècles nous avaient appris en matière d'engagement militaire, en matière de rapport de force, en matière de stratégie et de tactique. Donc ce que j'aime dans ces lectures, mais pas seulement celle-ci, je pourrais lire demain une biographie d'une personnalité, d'un homme célèbre, etc., d'une femme qui a marqué son temps. Ce qui me plaît, d'abord, on passe un moment avec eux, on comprend comment ils ont évolué, on voit qu'il y a des moments où l'histoire aussi les appelait ou pouvait susciter une réaction immédiate. Ce sont parfois des gens qui ont été capables de prendre du recul par rapport aux événements, de ne pas céder à la passion, d'être moins impatient que d'autres, de faire des pas de côté, de maintenir une détermination par rapport à ce qu'ils pensaient être leurs convictions et qui ont réussi leur pari. C'est-à-dire qu'ils ont aussi intégré la notion de temps dans leur parcours. On est tous très impatients, on veut que les choses se déroulent très vite, on veut que nos décisions aient une conséquence et des conséquences immédiates. Ce sont des personnes souvent, des personnages importants qui ont marqué nos temps et notre histoire humaine, sont souvent des gens qui ont eu un rapport au temps qui était différent du nôtre. Qui se sont dit, bon, bah, je ne vais pas y arriver maintenant, mais je vais continuer, et je vais continuer. Et puis parfois, ça leur a pris 10, 15, 20 ans. Et ça nous inspire. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'inspire souvent. Et du coup, est-ce que c'est aussi un matériau pour élaborer la stratégie, les stratégies que vous avez, que vous développez dans votre pratique? Alors oui, ce sont des livres de libre parcours, donc je ne prétends pas avoir inventé quelque chose de très sophistiqué, mais c'est vrai que quand vous lisez Sun Tzu et qu'il vous explique que la connaissance du terrain est absolument essentielle, que l'immobilisation d'un adversaire qui est très mobile est quelque chose d'important, que le rapport au temps est important, que le rapport à l'information est important. Quand vous lisez Clausewitz qui vous explique qu'aucune position strictement défensive n'a jamais tenu dans l'histoire et qu'il faut être toujours dans une capacité de riposte, qu'il faut être capable de se fixer des objectifs secondaires pour essayer de fixer l'attention d'un adversaire avant d'essayer de le prendre par surprise sur ce qui constitue votre objectif principal. Ce sont des choses qui sont probablement aujourd'hui très répandues, donc je ne prétends pas avoir découvert à travers eux des choses extraordinairement sophistiquées, mais ils arrivent, voyez-vous, à cristalliser en quelques lignes, mieux que moi en l'occurrence, des réflexes, des conseils qui vous maintiennent dans un état d'attention et qui vous empêchent en réalité de vous laisser dominé par la situation ou par le talent de votre contradicteur. Et je voudrais, si vous le voulez bien, qu'on aborde un petit peu tout ce qui est tactique en contentieux des affaires, les outils dont vous disposez. Par exemple, est-ce que vous utilisez la presse comme outil dans le contentieux des affaires? Alors, je fais attention à la presse comme outil dans le contentieux des affaires. Je ne peux pas dire qu'on peut l'utiliser parce que la presse est libre, elle est indépendante, elle est attentive, ils font des enquêtes et on ne peut pas leur faire croire n'importe quoi. En revanche, je suis très attentif lorsque je vois des mouvements de magma dans la presse, dans une affaire dans laquelle je suis. Là, parce qu'il y a aussi de l'influence. Donc, je vois que certaines narrations commencent à se retrouver, qu'il y a une petite musique qui est mise en place. Et donc, à ça, il faut être vigilant. Donc, on est vigilant justement en faisant appel parfois à des spécialistes qui sont capables de décrypter l'arrivée de telle information dans tel endroit, à tel moment, à quoi ça correspond.
Et puis ça nous oblige aussi, même si nous travaillons sur des contentieux qui sont le plus souvent des contentieux financiers, des contentieux commerciaux, des contentieux de nature pénale, ça nous oblige aussi à avoir une compétence en matière de droit de la presse. Parce que parfois, il faut effectivement être capable d'essayer de refroidir une narration qui est en train de se mettre lentement en place. Il faut essayer de la stopper ou de la modifier. Et donc il faut utiliser les outils qui sont à notre disposition dans la loi de 1880 pour intervenir ou bien en presse online ou en matière de presse papier pour essayer voilà, de faire passer des messages ou de limiter l'impact que certains articles peuvent avoir sur l'appréciation générale d'une situation à laquelle on est en train de travailler dans un cadre judiciaire, puisqu'il y a de toute façon aujourd'hui une diffraction entre votre réputation, votre exposition en matière de réputation, votre exposition en matière médiatique et votre exposition judiciaire. L'objectif n'est pas d'arriver abîmé dans l'opinion devant un juge, même si le juge sera attentif aux seuls éléments factuels et juridiques du dossier, c'est quelque chose qui vous fragilise. Donc voilà, cette espèce de fragmentation du temps médiatique et du temps judiciaire nous impose aujourd'hui dans nos activités d'essayer de réconcilier un peu les deux. Et c'est intéressant parce que vous avez parlé de narration. Oui. Est-ce que c'est important dans les contentieux des affaires de savoir raconter des histoires? Ça me semble absolument essentiel puisque c'est une partie en fait de votre travail de crédibilité, de trouver l'angle, de trouver la terminologie pour essayer de convaincre, de bâtir presque ligne par ligne, couche par couche, ce que vous estimez être la conviction que vous voulez transmettre au régulateur, au juge, aux représentants du parquet. Et donc ça passe par le discours, ça passe par les mots, ça passe par le droit et l'analyse. Hein. Ce n'est que vous ne pouvez pas juste venir parler. Il faut avoir construit une argumentation juridique basée sur le droit comparé, l'analyse, la doctrine, bref, tout ce que les juristes font partout. Mais c'est vrai que le travail de conviction se fait à travers le discours, les mots, les exemples, l'incarnation de votre problématique. Il faut incarner nos sujets lorsque nous les transmettons et que nous essayons de convaincre. Et vous avez dit lors d'une conférence que vous avez donnée à Sciences Po en 2012 qu'au final chaque détail comptait et que vous avez gagné face à des adversaires brillants juste parce qu'ils avaient fait une micro-erreur dans la procédure, dans les conclusions. Chaque détail compte en contentieux des affaires. Chaque détail compte. Parce que peut-être que le détail en question ne va pas emporter la conviction en elle seule, sauf si l'adversaire a fait une erreur et qu'on a trouvé quelque chose d'extraordinaire, une pépite dans un dossier ou quelque part. Mais ça vous permet parfois de casser le trend, la pression qui est exercée par votre contradicteur, que ce soit un régulateur ou que ce soit un contradicteur privé dans le cadre d'un contentieux. Donc le fait de pouvoir fragiliser, casser la dynamique de votre contradicteur est au moins aussi importante. Et c'est vrai que les détails, la lecture d'une note de bas de page, une virgule, un mot qui a été ou opportunément ou malencontreusement retiré d'une citation qui est reproduite dans des conclusions et qui change le sens d'une phrase. Moi, j'ai encore récemment, devant un régulateur, j'ai remarqué que lorsqu'ils avaient communiqué des pièces, quelques éléments qui étaient en annexe avaient été soigneusement retirés et que la lecture de ces éléments en annexe changeait complètement la lecture qu'on pouvait avoir du document. Et ça, ce sont des choses qui sont importantes, surtout quand elles témoignent, le cas échéant, d'une déloyauté de la part de votre contradicteur. Donc il y a à la fois un élément factuel et il y a un comportement qui peut être stigmatisé à travers ce détail que vous arrivez à capter. Et donc je pense que c'est une somme d'efforts, c'est une somme d'énergie que vous essayez de rassembler à la fois pour, donc, encore une fois, casser la dynamique adverse et puis là-dessus, essayer de rebâtir et de recréer les conditions pour qu'on vous écoute. Pour qu'on vous écoute, en fait. Parce que souvent, en fait, on est dans une situation, notamment au pénal, très unilatérale. L'accusation est faite, elle est construite, l'enquête a eu lieu, etc. Donc il y a un travail de déconstruction. Et ce travail de déconstruction, vous ne pouvez le faire qu'en vous appuyant sur des détails. Parce que vos contradicteurs sont bons, ils sont doués, ils ne font pas d'erreur, ils ne font pas d'erreur. Donc lorsque de temps en temps vous trouvez des éléments qui peuvent vous permettre de fragiliser un peu la situation qui est présentée par votre contradicteur, il faut s'en saisir. Puis alors il faut leur donner une importance.
il faut les qualifier, il faut, voilà, faut être très, très passionné dans la manière dont vous portez votre message pour essayer de, voilà, de rééquilibrer la situation. Finalement, c'est un peu comme de la boxe. C'est un sport extraordinaire, la boxe. Hein. 2 personnes dans un carré comme ça, rien d'autre. Moi, je trouve que c'est un sport que je serais incapable de pratiquer, mais j'ai une admiration pour les boxeurs. J'ai une grande admiration pour le travail, la discipline, l'effort, l'intensité, et puis voilà, cette espèce de confrontation ultime, et si concentrée, et avec effectivement de la tactique, de la stratégie, du souffle, bref, tout ce que vous savez, de la vitesse. Cette espèce de mélange de force et de vitesse me fascine. J'ai une très grande admiration pour les boxeurs. Et dans les contentieux des affaires, il y a aussi le problème des preuves. Comment en France on arrive à se constituer des preuves pour gagner? Quels sont les moyens dont vous disposez? Alors il n'y en a pas beaucoup, puisque nous sommes relativement pauvres sur le plan processuel en France dans l'administration de la preuve. C'est d'ailleurs une fragilité de notre système judiciaire, je pense, puisque l'attractivité économique d'une place dépend aussi de l'attractivité judiciaire. Est-ce qu'on a un intérêt à aller faire un procès en France? Si on a le choix entre l'Angleterre, la France, le Luxembourg, les États-Unis, est-ce qu'on a un intérêt à aller en France? Et un des éléments d'analyse de l'attractivité judiciaire d'un pays, c'est sa capacité probatoire. Donc nous, en France, on n'a pas de discovery, on n'a pas de témoignage devant les juridictions civiles et commerciales. Et c'est vrai qu'on a un article, si vous faites référence à celui-ci, sur lequel nous on travaille beaucoup, comme d'autres praticiens d'ailleurs, hein, qui est l'article 145 du Code de procédure civile, auquel moi je tiens. C'est quoi déjà, pour rappeler à nos Alors spectateurs? c'est un article du Code de procédure civile qui permet, avant tout procès au fond, de solliciter, alors ou bien de manière contradictoire, mais également ce qui est intéressant, sur requête, c'est-à-dire de manière non contradictoire, qu'une mesure de collecte d'informations, de constat d'informations, soit effectuée en tout lieu, afin de collecter des informations qui seraient utiles au futur contentieux. En gros, vous obtenez du juge la possibilité d'aller saisir des éléments, des documents, papiers, électroniques, de toute nature, ou bien chez votre futur adversaire, de manière à construire votre argumentation en vue du prochain procès, ou bien chez un tiers, qui est le dépositaire d'informations qui vous seront utiles lorsque je ferai le procès. Donc, c'est avant tout procès, ça peut être de manière non contradictoire, donc il y a un effet de surprise aussi, puisqu'on envoie des huissiers munis d'une ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce dans une entreprise pour essayer de collecter de l'information, et à partir de ce matériau, vous pouvez plus facilement et plus précisément construire votre affaire. Alors, raconter comme ça a l'air simple. C'est une procédure complexe, il y a une protection légitime du secret des affaires, avec des mises sous séquestre des documents. Donc le process de récupération des informations est parfois très long, mais il peut s'avérer extraordinairement utile, parce qu'on ne soupçonne pas la nature des informations que les gens partagent dans des emails. L'acte d'écriture s'est énormément déritualisé, on écrit tout par email, et puis ça laisse des traces, et puis c'est traçable, et puis c'est intègre, et puis ça dure des années, là où avant le papier se déchirait, les fax disparaissaient, etc. Aujourd'hui, tout est électronique et tout est récupérable d'une certaine manière. Et donc comme on écrit beaucoup, parfois on dit des choses, etc., qui peuvent donner un sens à un comportement, permettre une analyse plus précise du comportement d'un agent économique. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, l'article 145 est très utile. En réalité, c'est le seul qu'on ait, hein. Donc on n'a pas vraiment le choix. Mais c'est vrai que c'est un article particulièrement utile. Et c'est vrai que moi, je reste un peu frustré que nous n'ayons pas en France la possibilité d'avoir des outils probatoires plus intéressants. Vous pensez à quoi quand vous dites ça? À des procédures de discovery, à des témoignages. C'est-à-dire que le fait qu'on aille imposer à quelqu'un de venir devant une juridiction civile ou commerciale, s'exprimer, répondre à des questions, comme on peut le faire en matière d'arbitrage, me semble être utile. On peut s'interroger si dans une matière qui, au fond, c'est du contentieux des affaires, quel arbitrage, on peut avoir des témoins et faire des crosses, examiner des témoins, leur poser des questions, de manière à éclairer le tribunal sur la réalité de ce qui s'est produit et analyser la manière dont les gens répondent, etc. C'est un vrai savoir-faire, hein, de nos camarades arbitragistes. Hein. Puis c'est aussi un privilège, une chance qu'ils ont sur le plan processuel. Eh bien, si c'est intéressant et utile en matière d'arbitrage, c'est dommage qu'on ne puisse pas le transposer en matière de contentieux civil et commercial étatique. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui pourrait éventuellement apporter un éclairage plus intéressant sur les procédures,
au bénéfice de chacun, du tribunal, des parties. Et est-ce que vous avez un exemple d'une affaire en contentieux des affaires qui vous a marqué à nous transmettre, en l'anonymisant évidemment? Ouais. C'est difficile parce que chaque affaire est passionnante et je ne veux pas hiérarchiser dans les sujets. Je vais le dire différemment. Je pense que les affaires qui nous ont le plus marqué, ce sont des affaires économiques. Je ne parle pas d'affaires pénales, mais des affaires pénales qui m'ont marqué, qui m'ont bouleversé, dont je suis encore, qui ont une réverbération encore importante chez moi, 20 ans ou 22 ans après les avoir plaidées. Mais parce que je suis toujours fasciné de l'histoire qui s'est produite et je m'interroge sur le parcours et le sort de ces personnes que j'avais croisées à l'époque. Mais c'est vrai que dans le contentieux économique et financier, d'abord il y a le sentiment d'injustice. C'est-à-dire que le fait que les équilibres d'une entreprise soient menacés de manière injuste, bon, si l'entreprise a fait des erreurs, elle va les assumer. Si elle ne les a pas faites et qu'il y a cette espèce d'injustice, moi, c'est quelque chose c'est quelque chose qui me motive. Préserver les équilibres d'une organisation. Les gens qui travaillent, c'est pas un extrait cabis, une entreprise. Ce sont des femmes, des hommes qui vont travailler, des personnes qui ont pris des risques, qui ont investi. Ce sont des familles. Les chefs d'entreprise, ils ont aussi la responsabilité de famille. Et de famille de tous les collaborateurs, de toutes celles et ceux qui travaillent dans leur écosystème. Et participer à l'équilibre de ces organisations est quelque chose d'important. Donc ces dossiers-là sont importants en cela. Il y a peut-être une affaire sur laquelle je resterai relativement discret, mais qui était une situation dans laquelle une toute jeune entreprise avait été très très brutalement attaquée par une grande. Parce que cette jeune entreprise qui était constituée, qui venait d'être créée par deux cadres qui avaient quitté du coup la précédente, qui étaient parfaitement libres de créer leur entreprise, cette jeune entreprise constituait une menace pour l'autre. Ce sont des gens qui ont tellement de talent qu'il était évident que dès l'instant où ils créaient leur entreprise, elle allait devenir un concurrent très rapide et très menaçant pour l'autre. Et donc une action judiciaire d'une extraordinaire brutalité a été déployée contre celle-ci, dans les premières semaines de son activité. Et il fallait la défendre. Et c'était compliqué parce qu'il y avait à la fois une très grande brutalité de l'action, un caractère excessif des demandes qui étaient formées contre elle, une médiatisation très très forte, orchestrée, de l'action qui avait été menée, à la fois en France et à l'étranger. Donc il y avait aussi une tentative de fragilisation et de décrédibilisation du projet. Donc il fallait tenir. Et donc l'objectif, c'était de faire en sorte de protéger cette entreprise à travers des actions judiciaires, en réplique, de manière à lui laisser le temps nécessaire pour grandir. Parce qu'au jour de la confrontation finale judiciaire, on voulait que cette entreprise ait atteint une taille critique. Si on la laissait se détériorer immédiatement, elle ne survivrait pas. Et donc par un certain nombre de moyens qu'on a mis en œuvre, de procédures, de répliques, de ripostes, d'actions à notre tour, en essayant de rassembler tous les apprentissages des auteurs que vous avez cités tout à l'heure, on a essayé de faire en sorte que le contentieux dure le plus longtemps. Et il a duré 14 ans. Donc ce n'est qu'à la 14e année, après la création de cette entreprise, que la dernière décision, la plus importante, a été rendue. Et entre-temps, la taille des entreprises n'était plus la même. Les personnes qui étaient aux commandes de l'une et l'autre étaient dans d'autres projets. Et donc vous voyez, la dynamique du contentieux n'était plus la même. Et ce jour-là, enfin ces années-là, au cours de cette histoire, de cette affaire qui a été assez longue, on a eu le sentiment d'avoir accompagné une entreprise et de l'avoir protégée avec notre modeste savoir-faire. Donc c'est ce genre d'affaires qui, moi, me touche. Non mais c'est vrai que c'est passionnant. Et du coup, dans ces affaires, vous avez une équipe, vous managez une équipe. Qu'est-ce que déjà que vous recherchez quand vous recrutez des futurs collaborateurs? De l'énergie, de l'engagement. Bon, d'abord un bagage académique de qualité, parce que ce sont des personnes qui ont travaillé plus, qui ont fait des efforts, qui ont subi une pression supplémentaire, qui ont été sélectionnées par des maîtres très exigeants, qui ont souvent une expérience internationale. Donc je mets de côté l'aspect plus académique du parcours. Mais ce que l'on recherche ensuite, une fois qu'on a plusieurs candidats de très grand talent devant nous,
Moi, ce que je recherche, c'est des personnes qui aient un engagement, c'est-à-dire qui soient capables de devenir les acteurs de leur propre parcours, de notre parcours collectif, qui aient envie de s'investir dans de l'enseignement, dans des travaux d'écriture, de rencontrer des clients qui aient une intelligence émotionnelle et sociale qui leur permettent d'interagir, de s'adapter, qui est ce savoir-être, qui n'est pas seulement du savoir-faire, mais ce savoir-être qui, pour moi, aujourd'hui, est absolument essentiel. C'est vrai que notre métier est technique. C'est vrai que la connaissance du droit, de la jurisprudence, de la doctrine, des dynamiques, du droit comparé sont absolument essentielles. Mais, et j'espère ne choquer personne, la compétence ou l'aspect technique n'est pas l'obstacle le plus insurmontable dans cette profession. Tout simplement parce que le droit change et que les connaissances que vous avez accumulées avec talent il y a 3 ans sont probablement obsolètes dans 1 an. Et qu'il faut être tout le temps en mouvement par rapport à la connaissance. En revanche, ce qui fait votre différence, c'est votre capacité à capter l'attention, à créer de l'énergie autour de vous, à faire en sorte que les gens se rappellent de vous. C'est ce savoir-être qui compte. C'est votre capacité d'adaptation. Et donc, ce sont ces qualités-là qui, pour moi, sont absolument essentielles. Parce qu'en réalité, là, on est en train de parler dans une salle de réunion très austère d'un cabinet, mais ce qui caractérise ce que nous sommes, ce n'est pas la table, la couleur des murs, la beauté des locaux. Ce qui caractérise ce qu'est Queen Emmanuel, ce sont les personnes qui participent à ce projet. C'est ça. Si demain, ce que je ne souhaite pas bien sûr, cette salle était inondée et que notre immeuble était impraticable, ben on descendrait dans le quartier là en bas, au bistrot, et puis on commencerait notre journée ensemble avec 3 ordinateurs. C'est ça, c'est cette énergie qu'on est capable de créer collectivement. Et donc ce sont ces personnes-là qu'on essaie de rechercher. Celles qui sont capables d'avoir une vision de leur profession, de s'engager et de s'investir dans un projet collectif. Voilà, c'est ça que j'essaie d'identifier en parlant avec des candidats. Et comment on arrive à bien diriger une équipe? C'est probablement la discipline la plus difficile de la profession. En leur faisant confiance, en leur parlant avec respect. En leur parlant avec respect pour commencer. Quand on veut que les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes, il faut leur parler avec respect. Les engager dans le projet qui est le vôtre, c'est-à-dire ne pas faire d'eux exclusivement des prestataires techniques quotidiens d'une mission dont ils ne comprennent pas la portée. Parfois il y a des corvées, bien sûr. Moi aussi j'ai des corvées dans ma vie professionnelle. Mais dans la mesure du possible, essayez de leur donner une sorte de profondeur de champ, c'est-à-dire de leur expliquer en quoi est-ce que c'est important et passer le temps nécessaire à leur expliquer pourquoi on n'est pas d'accord avec ce qu'ils ont écrit, avec la manière dont ils l'ont écrit, et le faire avec bienveillance. Parfois, on va passer 1 heure pour corriger un mémo avec quelqu'un, parce que c'est la première fois qu'il écrit un mémo pour vous. Et il faut passer 1 heure à le reprendre ensemble. Mais demain, vous ne passerez qu'1 demi-heure avec cette personne à reprendre son mémo. Et puis, dans 1 semaine, cette personne sera très très autonome et sa manière de travailler correspondra à ce que vous attendez. Mais on ne peut pas arriver au résultat final si on ne passe pas le temps nécessaire. Donc, il y a cette question. Il y a la compréhension de leurs besoins, il y a essayer d'avoir une forme de lecture des signaux faibles ou forts qu'ils peuvent vous envoyer. Parfois on n'est pas en forme, parfois on est un peu marqué par des événements qui sont extérieurs à notre vie professionnelle. Et je pense que notre devoir, c'est d'essayer de temps en temps de les capter, de laisser aux personnes un peu de liberté parfois quand c'est nécessaire. Ce sont des personnes indépendantes, qui ont leur talent et qui ont leur autonomie. Il faut leur laisser leur style. On ne peut pas en faire des robots qui doivent être des démultiplications de vous. Il faut leur laisser leur style et puis il faut les laisser plaider, exister dans les dossiers, voir les clients, se valoriser. Parce qu'ils gagnent en confiance. À âge égal, notre principale inégalité entre nous, c'est la confiance en soi. Une fois que vous avez passé les diplômes, etc., que vous avez commencé à travailler, les diplômes, on les oublie. Votre principale inégalité, ce n'est pas le fait qu'il y en ait un qui ait fait telle école et l'autre qui ne l'ait pas faite. Puisqu'on est tous là, dans la même pièce. Donc on est réunis, on s'est choisis. Ils sont tous légitimes. Mais la différence, parfois, vient de la confiance en soi. Et donc notre travail, c'est d'essayer de leur donner de la confiance en soi. C'est comme ça, je pense, qu'on doit manager une équipe. De donner de la confiance. Après, qu'ils restent, qu'ils partent, je n'ai jamais considéré que c'était un échec. Les gens ont leur vie, ils ont leurs désirs, ils ont envie d'aller ailleurs, voilà.
Mais l'important, c'est que quand on est avec eux, on soit sincère, on soit engagé, tous ensemble, et qu'on soit voilà, responsables les uns des autres. Non mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que peut-être qu'il y a certains avocats qui se disent je forme des futurs collaborateurs, mais attention, je forme peut-être des futurs concurrents. Et bien sûr que je forme des futurs concurrents. Et bien sûr que mais j'espère que je forme des personnes qui vont me stimuler, qu'ils restent dans mon cabinet et que leur savoir-faire me stimule et m'oblige à me dépasser moi-même, ou qu'ils le fassent depuis l'extérieur, qu'ils deviennent des concurrents plus directs. Mais très bien. Sinon, en réalité, ça veut dire que vous allez passer votre vie à être dans une situation d'insécurité et que vous n'allez rassembler autour de vous que des gens que vous estimez moins bons, que vous n'allez jamais faire venir un associé dans une discipline qui est proche de la vôtre, qui pourrait éventuellement vous faire de l'ombre. Et alors ça, pour moi, c'est un échec absolu. Il faut essayer de réunir autour de soi des gens qui ont du talent et possiblement plus que vous. Plus que vous, pour être stimulé. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, ça ne sert à rien. Moi, je vois le parcours des collaborateurs qui nous rejoignent nos équipes. Je suis admiratif. Alors, c'est une autre époque, beaucoup plus internationale, beaucoup plus fluide. On n'avait pas ces visions que vous avez aujourd'hui. Moi, quand j'enseigne à l'EFD, à Sciences Po, à la fac, etc., je suis admiratif du parcours des étudiants, de leur richesse, de leur capacité d'adaptation, des endroits où ils ont étudié, des pays qu'ils ont visités. Je suis admiratif de leurs projets associatifs. Et tout ça, ça donne une richesse qui, pour moi, est absolument essentielle. Donc c'est vrai qu'ils sont plus talentueux que je ne l'étais à leur âge, et de très loin. Je reconnais volontiers qu'ils sont beaucoup plus talentueux et ils ont un potentiel beaucoup plus important que celui que j'avais à leur âge. Mais moi, j'adore qu'ils soient là. Ouais, il faut s'entourer de gens de talent. Si on peut, si on a la chance de le pouvoir, il faut s'entourer de gens de talent. Et concernant les jeunes avocats, c'est intéressant parce que vous avez écrit un rapport en 2017 qui s'intitule « L'avenir de la profession d'avocat ». On ne va pas revenir dessus parce qu'il est très très dense, mais il y a quand même une partie qui est intéressante puisque elle est dédiée aux jeunes avocats, intitulée « Être heureux ». Et c'est assez d'actualité parce que, hélas, il y a pas mal de jeunes avocats qui connaissent la concurrence accrue, le manque d'épanouissement et même parfois la paupérisation économique. Quelles sont, à l'heure actuelle, vos préconisations pour que les jeunes avocats puissent être plus épanouis au travail? C'est une question ambitieuse. Je ne prétends pas être coach ni d'avoir la vérité révélée. Je dis ça très humblement. Je pense qu'au fond, d'ailleurs, tout le rapport en lui-même peut être une sorte de déclaration aux jeunes avocats. Puisque à la fois à travers la question du numérique, de la question de la construction de votre cabinet, de la construction de votre structure d'exercice, de votre formation, tout ça s'adresse aux jeunes avocats d'une certaine manière. Mais c'est vrai que si l'objectif c'est d'être heureux dans cette profession, il y a peut-être quelque chose que j'aurais aimé qu'on me dise lorsque j'étais tout jeune avocat ou lorsque j'étais étudiant. La première, je prends un peu mon élan, la première c'est que je pense qu'il faut essayer de passer du temps avec des avocats, les inviter à les rencontrer, les faire venir à la fac, là je parle plutôt des étudiants, pour leur poser des questions sur la réalité quotidienne de leur pratique. Parce qu'il est une chose de savoir si telle matière ou telle discipline a des débouchés. Ça, c'est une approche très macroéconomique et je trouve ça normal. On voit s'il y a des secteurs qui sont plus prometteurs que d'autres. Mais plus important, en fait, la question qu'il faut poser à un avocat, c'est quelles sont les qualités dont vous avez besoin dans votre profession. Parce qu'une fois qu'on a un diplôme, c'est bien, mais quelles sont les qualités qu'il faut essayer de développer le plus tôt possible. Ça, c'est donc avoir une connaissance des qualités, donc la capacité de travail, la capacité d'adaptation, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence sociale, la créativité, la capacité de régler des problèmes complexes. Ça, les humanités, avoir une bonne connaissance de l'économie, de l'histoire, parce que ce sont des choses qui viennent enrichir le regard que vous portez sur votre travail. En tout cas, dans le contentieux, pour moi, c'est quelque chose d'important. Ça, c'est important. La deuxième chose, le fait que votre carrière ne se construit pas dès la 5e ou 6e année d'exercice. C'est-à-dire que les premières années d'exercice ne sont pas des années, entre guillemets, neutres, exclusivement dédiées à un travail pour autrui. Elles sont dédiées à la construction aussi de votre parcours. Certes, dans un cabinet d'avocat, certes, peut-être dans le cadre d'une collaboration, dans un petit ou dans un grand cabinet. Mais vous construisez aussi votre parcours à vous.
Il ne faut pas attendre d'être en 5e, 6e année. Je dis 5e, 6e parce qu'en général, c'est une des séquences, une des étapes, en général, que l'on considère comme étant celle où on va commencer à s'interroger sur la deuxième phase de notre parcours. Ça commence dès la première année. Quelles sont les qualités que moi, jeune avocat, je dois collecter et acquérir? Quels sont les outils que je dois acquérir pour pouvoir saisir les opportunités qui, inévitablement, pour chacun d'entre nous, se présenteront au cours des prochaines années? Quels sont les apprentissages que je dois, moi, de mon côté, peu importe que le cabinet ne vous les propose pas. Qu'est-ce que je dois aller chercher moi-même avec mes propres moyens, sur Internet, en source ouverte, dans 2 bouquins que j'achète pour 15 € et qui peuvent me changer le cours de ma vie? Qu'est-ce que je dois collecter? Donc ça, c'est la deuxième chose. Essayer de se dire, je ne vais pas attendre d'être en 5e année pour sortir la tête de l'eau et me dire, tiens, qu'est-ce que je veux faire? Où est-ce que je vais être heureux? La troisième chose, je reviens à mes vieux auteurs, c'est le rapport au temps. On va exercer cette profession pendant 45 ans. Si vous aimez cette profession, si vous voulez vous y consacrer et y consacrer votre vie, vous allez exercer cette profession pendant 45, peut-être 50 ans. On vivra vieux, en meilleure santé, on travaillera plus longtemps. Je pense même que nos retraites et leur détérioration progressive va nous obliger à travailler plus longtemps. Donc sur ces 50 ans d'exercice professionnel, comment est-ce que je vais être pour être heureux? Est-ce qu'il ne vaut mieux pas que je consacre d'ores et déjà mon énergie à travailler dans un endroit ou dans un mode d'exercice qui me ressemble, plutôt que d'aller dans un espèce de schéma préétabli vers un mode d'exercice qui ne me ressemble pas, qui ne me correspond pas? Je ne suis pas en train de dire qu'il y a de mauvais modes d'exercice et de bons modes d'exercice. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut essayer d'avoir une approche intime sur l'environnement de travail qui semble le mieux correspondre à votre personnalité, là où vous avez le plus de potentiel. Et en creux, même pas en creux, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il n'y a pas justement de mode d'exercice supérieur à un autre. Si votre passion, c'est ce type d'exercice-là, même s'il peut présenter, je sais que c'est facile à dire de ma position, mais même s'il peut présenter un risque, peut-être un risque de précarité immédiat plus important, mais si c'est ce que vous aimez, si vous pensez que c'est là, eh bien sur ces 50 ans d'exercice professionnel, vous aurez peut-être galéré 1 an et demi ou 2 ans avant de commencer à trouver votre espace. Eh bien vous aurez fait ce que vous aimez pendant 48 ans. Est-ce que ce n'est pas mieux que de se lancer dans un espèce de schéma préétabli en disant « je vais aller là parce que c'est bien pour le commencement de ma carrière ». Peut-être, mais il y a 2 risques. D'abord, c'est peut-être pas bien pour vous. Vous serez intérieurement malheureux. Et vous risquez surtout de ne pas reconnaître que vous êtes malheureux et de vous adapter. Et d'aller dans une direction qui va, entre guillemets, un peu vous sédimenter et provoquer un sentiment de malaise. Donc, je mesure parfaitement la limite de mon propos. Il fait froid dehors, la vie est difficile, il n'y a pas toujours beaucoup de débouchés, donc on doit aussi s'adapter. Mais je pense que dans la mesure du possible, le plus tôt possible dans son parcours académique, il faut essayer de s'interroger sur l'environnement qui nous correspond le mieux. L'environnement, peut-être même plus encore que la matière, l'environnement qui nous correspond le mieux, et essayer de s'adapter et d'ajuster son entrée dans l'atmosphère dans le bon angle, pour essayer de toucher cet environnement-là. Voilà, c'est les quelques conseils humbles que je donnerais à un jeune avocat. Et puis le dernier, c'est poser des questions. Ne pas rester seul. C'est une profession dans laquelle, quand on est jeune, on est seul. Et pour celles et ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des amis avocats, de la famille avocats, un entourage qui peut les guider, la solitude face au stress, aux difficultés de la vie professionnelle, aux angoisses, ne doivent pas rester sans réponse. Et il faut avoir des gens vers qui se tourner pour leur poser des questions, même simples, parce qu'elles peuvent être très structurantes, ces questions, très déboussolantes, ces questions, pour la personne, alors que ce sont des questions légitimes et des situations que nous, qui sommes un peu plus vieux, avons traversées. Donc il faut venir nous poser les questions, il ne faut pas rester seul. Parce qu'en plus, ça crée une inégalité des chances dans la profession entre celles et ceux qui ont la chance, justement, et je suis heureux pour eux, de pouvoir se tourner vers des aînés et leur poser des questions, et celles et ceux qui sont un peu plus fragiles, qui sont plus seuls. Et moi, c'est à eux que je pense. J'ai j'ai une compassion particulière pour celles et ceux qui sont un peu plus seuls dans l'entrée dans la profession. Non mais je pense que ça peut... Non mais c'est un message qui peut stimuler pas mal de jeunes avocats et même des étudiants, je pense. Peut-être. En tout cas, voilà, je pense que c'est à nous d'être à leur disposition pour répondre à leurs questions
et peut-être dissiper des doutes qu'ils peuvent avoir et leur permettre voilà, de prendre des décisions plus utiles à leur bien-être. Donc vous avez écrit 2 rapports, écriture de rapports, cours, médias parfois, conférences, et puis la pratique d'avocat associé. Comment on arrive à concilier tout ça? Je pense que c'est une question d'abord, j'ai des gens autour de moi qui m'aident. Je ne suis pas tout seul, j'ai une équipe, et ça je leur dois énormément. Après, c'est un rapport au sommeil, je pense. C'est un rapport à votre passion. Voilà, voilà, moi j'adore ça. Donc après, je trouve 5 minutes ici, 10 minutes là. On libère du temps. Quand c'est nécessaire, on libère du temps. Quand c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous avez envie de faire, on libère du temps. Moi, l'angoisse ne vient pas du stress, du surplus d'occupation. Moi, mon angoisse, en général, elle vient plutôt de la baisse d'activité, du vide. Donc non, moi, toutes ces activités sont des activités qui sont importantes, qui sont pour moi utiles. On doit transmettre, on doit rencontrer des plus jeunes confrères, on doit enseigner, parce que ça vous développe une pédagogie, une capacité de synthèse, ça vous oblige à être au courant de tout ce qui se passe dans votre discipline. C'est une discipline, en fait, au sens presque sportif du terme. Il faut avoir une discipline dans ce métier. Voilà, donc je ne sais pas comment, je sais pas si je pense pas être meilleur qu'un autre. Mais voilà, après, vous trouvez l'espace dans votre journée et puis vous le faites le samedi ou le dimanche quand c'est nécessaire. Voilà. Quand il faut écrire un article et qu'on n'a pas pu le faire en semaine et qu'il faut le donner, on l'écrit le samedi, c'est pas grave. Et si un soir on ne peut pas aller au restaurant, rejoindre des amis ou aller au cinéma, alors qu'on aimerait le faire, parce qu'on a du boulot ou parce qu'il faut terminer quelque chose, on le termine, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, on s'adapte. On s'adapte. Parce que justement, vous avez dit cette profession est un gaz rare, elle occupe tout l'espace libre. Ça demande beaucoup de travail, de sacrifices. C'est quand même possible d'avoir une vie personnelle, familiale, des loisirs avec tout ce travail? C'est impossible. Je crois. Bon, c'est vrai qu'après, il faut plus travailler sur la qualité que la quantité. Oui, c'est possible. C'est possible. C'est possible à une condition, c'est d'avoir la même discipline pour préserver des moments d'unité avec les gens que vous aimez. Là, pour le coup, c'est effectivement ça. Vous avez fait une enquête. C'est une expression effectivement que j'emploie. C'est un gaz rare, cette profession. Si vous la laissez occuper tout l'espace, elle occupera tout l'espace. Elle ne vous fera pas de cadeau. Elle occupera tout l'espace. Sa charge mentale est colossale. Vous rentrez le soir chez vous, vous êtes encore obsédé par le dossier, vous avez plaidé une affaire, vous allez la répéter, cette plaidoirie, sous la douche, 4 jours de suite, en disant « j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ci, j'ai fait une erreur, ça ne passera pas, etc. » C'est une charge mentale permanente. Mais il est absolument indispensable de garder, de sanctuariser dans son espace-temps. Il est absolument essentiel de sanctuariser ce qui vous maintient dans une forme d'unité. Alors ça peut être le sport, la culture, la fréquentation de vos amis, de votre famille. Ça c'est très important. Il faut garder ça, très précieusement. Parce que c'est vous-même le plus intime et c'est une continuité dans votre vie, dans votre vie et dans votre histoire. Donc aussi vrai que cette profession est passionnante et qu'elle occupe un espace absolument ahurissant dans votre vie, c'est ce que j'ai choisi, donc je suis heureux de ça. J'ai beaucoup de chance, je le reconnais. Mais pour autant, il est très important de pouvoir de temps en temps fermer la porte et de se dire « maintenant, je ne suis plus dans ma vie de cabinet ». Même si vous avez dans un coin de votre tête le dossier qui traîne encore. Je suis avec ma famille, je suis avec des amis, je suis au théâtre, je regarde une exposition, donc je vais me consacrer à l'admiration de cette sculpture. Et je vais vraiment me consacrer à ça. Et c'est un moment que je dédie à ça. Si on est capable de maintenir ces moments et de maintenir vos passions, mais encore une fois, c'est une discipline. Hein. Il faut être discipliné, il faut être très très motivé. Parce que rien n'est plus simple que de dire « bon, bah tant pis, j'irai au sport demain ». C'est pas grave, cette exposition, je la verrai plus tard. Rien n'est plus simple. Donc si on a la possibilité, si on n'est pas pris par un dossier, mais si on a la possibilité ce jour, il faut le faire. Il faut le faire. Sinon, progressivement, vous abdiquez une partie de vous-même et vous vous dépossédez de vous-même. Et ça, il ne faut pas. Donc il faut garder ses passions intactes et même remettre un coup de collier. Il faut remettre un coup de collier sur ses passions, sur les disciplines, sur la pratique sportive, des choses qu'on aime faire. Il faut mettre un coup de collier pour protéger cet espace intime pendant que vous exercez cette profession. Et c'est comme ça qu'on gère le stress?
Non, je ne pense pas que ce soit comme ça qu'on gère le stress. On gère le stress avec de l'habitude, avec de la fortification personnelle, avec de la confiance en soi qu'on gagne progressivement. Le stress augmente au fur et à mesure que votre carrière change de nature. Mais le stress est là. De toute façon, il est consubstantiel à cette profession. C'est une profession dans laquelle on absorbe les ennuis et les difficultés des personnes qui viennent vous rendre visite. Notre métier, c'est de les décharger de leurs soucis et d'essayer de les régler. Donc si on le fait bien, ce métier, normalement, on doit aussi capter une partie de leur stress. Et c'est normal. Puis alors le contentieux, c'est une des disciplines dans laquelle le stress est plus virulent, puisque les nouvelles sont rarement bonnes, et ce que nos contradicteurs de talent produisent est destiné à rendre notre vie plus difficile, et ce que nous produisons est destiné à rendre la vie de nos contradicteurs plus difficile. Donc tout n'est que flux et reflux de stress. Donc la manière de le gérer, d'abord c'est d'essayer de garder son calme vis-à-vis des tiers, parce que rien n'est pire que de dupliquer et de déverser son stress sur vos collègues. C'est vous qui pilotez, c'est vous qui êtes en charge, donc vous devez absorber ce qui vous tombe sur les épaules et ne le laisser dépasser que de manière très résiduelle. Donc ça c'est très important. Sinon vous créez des conditions de travail déplorables. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que c'est une question de confiance, c'est-à-dire j'ai été par là, j'ai déjà ressenti ça, on s'en est sorti, on va s'en sortir. Donc c'est une question de confiance, c'est une question d'habitude, c'est presque une capacité musculaire et thoracique. Voilà, vous faites du jogging, vous faites des semi-marathons, vous faites des marathons, vous augmentez votre capacité thoracique, votre capacité musculaire. C'est comme ça, donc c'est de la fortification et puis ça passe avec le temps. Après, certains ont des méthodes, font du yoga, de la sophrologie. Je respecte toutes les méthodes. Moi, j'en connais pas qui soient véritablement applicables à mon stress. Voilà, je considère que ça fait ça fait partie de la réalité des choses, que c'est là, voilà, qu'il faut vivre avec et qu'il faut essayer de l'absorber en disant bon ben voilà, c'est stressant, c'est dur, c'est déjà arrivé, et à un moment ça passera. Et puis vous savez, on est stressé avant d'affronter la piste noire. Hein. On est stressé avant de se lancer du plongeoir de 3 mètres. Mais une fois que vous êtes en l'air, une fois que vous commencez votre plaidoirie, une fois que la réunion commence, une fois que vous êtes dans l'action, c'est plus vraiment du stress, ça devient autre chose. Donc le stress, c'est souvent ce qui entoure. Mais quand on est au cœur du cyclone, on est dans l'action et on oublie ça. Il y a un article sur Dallo, sur votre fratrie, qui s'appelle L'aéré tournelle de la conférence. Ça, j'ai bien aimé le titre, parce que peut-être que c'est une référence à la musique L'aéré tournelle de Sébastien Tellier. Et on y apprend que vous étiez timide. Et ça, on n'arrive pas trop à le croire. Et comment avez-vous vaincu votre timidité? Je sais pas. Je pense que je suis encore très timide. Là, je parle comme ça devant vous, mais je pense que je suis encore quelqu'un de relativement timide. Mais je le suis probablement moins que quand j'avais 10 ans, 15 ans. C'est ma quête existentielle de la confiance en soi, pour tout le monde. C'est le rapport que nous devons entretenir avec la confiance en soi, c'est-à-dire que quand les gens vous encouragent et qu'ils vous accordent un crédit quand vous avez le sentiment d'avoir été utile, vous gagnez un tout petit peu en confiance. Et puis vous vous exprimez. Et il y a ça. Il y a aussi des conseils qu'on m'a donnés. On m'a dit que voilà, c'est important que chacun en fait se positionne vis-à-vis d'autrui avec suffisamment de respect pour lui-même. C'est-à-dire que si vous vous rabaissez vous-même avant de rentrer dans une relation à autrui, la personne, elle va pas, c'est pas par malveillance, elle va vous positionner à l'endroit où vous vous positionnez vous-même. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être arrogant, mais il faut arriver et il faut parler aux gens d'égal à égal. Ça, c'est très important. Donc, la notion de confiance, la notion d'ancrage sur votre rôle, sur votre mandat, sur ce que vous êtes, sur votre droit à exercer cette profession, à en vivre, à y être heureux, etc. Ça, ce sont des choses qui m'ont construit. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de parler de la conférence du stage, parce qu'effectivement, c'est une école, c'est un accélérateur. Vous êtes secrétaire de la conférence, vous prenez la parole en public à plusieurs reprises, vous plaidez 150 affaires correctionnelles, 200 affaires correctionnelles en une année. Et forcément, ça crée une gymnastique, ça vous habitue à prendre la parole en public.
à vous exprimer, à essayer de véhiculer conviction, émotion. C'est un métier très dur aussi, parce que vous êtes confronté à la chaîne pénale qui est parfois extraordinairement dégradée, compte tenu des moyens déplorables de la justice pénale, de la situation de vos clients, de la criminalité, de la misère à laquelle vous, voilà, sur laquelle vous travaillez. Et donc c'est vrai que la conf a été pour moi une extraordinaire école de confiance en soi. Je ne sais pas si j'ai vaincu ma timidité à la conférence, mais c'est vrai que ça a été un accélérateur extraordinaire sur le plan de mon apprentissage sur ma profession, sur le droit pénal et surtout sur moi-même. J'ai beaucoup appris sur moi-même en étant secrétaire de la conférence. Et j'ai beaucoup appris sur moi-même en rejoignant Queen Emmanuel. Rejoindre un cabinet comme celui-ci, travailler dans un environnement international, je mets presque ça en parallèle avec la conf. Ça a été un accélérateur d'apprentissage sur moi-même et sur le monde, sur les autres, qui est inouï. Vous voyez, donc même à un stade plus avancé de votre parcours professionnel, on continue d'avoir ce que j'appelle un choc d'apprentissage. Un vrai choc d'apprentissage. Voilà. Et je souhaite à chacun de pouvoir avoir ce type d'expérience et d'apprendre sur soi-même. Et quelles sont vos plus belles sources d'inspiration? Les miens, mes enfants, ma femme, celles et ceux dont la vie compte le plus pour moi. Ce sont eux qui m'inspirent en fait. C'est ce que nous construisons ensemble. Ça m'inspire. Je ne peux pas m'empêcher de... Voilà, je leur dois tout. Et puis mes associés, les gens de talent, mes clients. Ma source d'inspiration la plus importante, ce sont mes clients. Si on parle vraiment de la sphère professionnelle, strictement professionnelle, ce sont mes clients qui m'inspirent. Ce sont des gens brillants, admirables, qui ont pris des risques, qui ont créé des organisations sophistiquées, qui ont une vision sur le parcours de leur industrie, sur le parcours de leur entreprise, sur l'organisation qui doit être repensée pour s'adapter au monde, sur telle filière, tel concurrent qui est en train d'arriver, tel usage qui est en train de transformer leur métier. Et ce sont des gens qui pensent 5, 10, 15 ans en avance. Et que nous, on accompagne modestement, mais eux, ils m'inspirent. Moi, quand je passe 1 heure avec un patron d'entreprise, je sors de là, c'est un cours magistral dont j'ai bénéficié. Je ne sais pas si ça fait de moi quelqu'un de meilleur, mais en tout cas, moi, je suis admiratif de ce qu'ils font. Donc, je les vois réfléchir, je les vois décider, je les vois penser. Eux, ils m'inspirent. Voilà. Donc, oui, c'est à la fois la sphère intime qui m'inspire parce qu'elle me donne mon énergie, elle me donne mon équilibre, mon éthique. Et puis, il y a la sphère professionnelle qui m'apprend tous les jours des choses. Et qui m'apprend à réfléchir sur mon métier, à projeter mon propre métier à la lumière des évolutions que eux décèlent dans la leur. Voilà, c'est cette espèce de jeu de communication permanent entre ces deux pôles. Voilà, c'est ça mon inspiration. C'est la somme de tout ça. Et dernière question de notre entretien, votre dernier conseil aux étudiants en droit qui regarderont cette interview passionnée et passionnante? Oh, vous êtes très indulgent. D'abord, vous exercez dans une discipline extraordinaire. Le droit est une discipline extraordinaire. Elle permet des tas de choses. Elle est au contact de tous les espaces de notre société. Il n'y a pas un espace de l'activité de notre société qui échappe au droit. Et donc qui échappe aux juristes. On est présent partout. Partout. Il n'y a pas un sujet de société qui échappe à notre analyse et à notre pratique. Donc déjà bravo, parce que c'est une très belle matière. Le conseil que je leur donnerais, c'est qu'il faut travailler beaucoup. Ça, il n'y a pas de secret. Il faut se dire qu'on va travailler beaucoup, parce que le travail, je trouve, dans cette profession est récompensé. L'énergie que vous mettez dans cette profession est récompensée. Et la troisième chose, encore une fois, j'y reviens, ça peut prendre du temps. On n'atteint pas le résultat final tout de suite. Ça peut prendre du temps. Mais il faut être extraordinairement déterminé à avoir de la confiance. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Ça va marcher. Ça va marcher. Il faut, à condition de travailler beaucoup, d'être vigilant, d'être attentif, de lire, de s'instruire, de se cultiver, etc., de cultiver voilà, cette énergie et d'essayer de la transmettre. Mais ça va marcher. Donc voilà, il faut avoir un rapport au temps
à une forme de patience. Et avec ça, j'ai aucun doute sur leur succès. Merci beaucoup, maître Camille Aéry, pour cet entretien.